Bonsoir, nous sommes le lundi 5 juin. Merci encore de votre présence. Il est 19 h sur la première. C'est le temps de l'information. Voici les titres de notre édition de la soirée. Le rond-point du Méridien, c'est un point de congestion de la circulation. À Punaouia, on y râle, on n'y roule plus au moment du retour et les habitants des servitudes autour voient des voitures débouler dans des rues non calibrées. Aïe! Alors la police municipale veille désormais là-bas. Nous étions sur place cet après-midi. Le président du pays est à Paris, un agenda chargé, une manière de faire le point sur les sujets et d'espérer voir les dossiers avancer. Un déjeuner est prévu demain avec le ministre de l'Intérieur. En ce début de visite déjà évoqué, les Jeux Olympiques et la réalité océanienne du pays. Nous faisons un point complet sur tous les rendez-vous de Motaï Broderson. Avant une proposition de loi présentée par les oppositions à la réforme des retraites ce jeudi, les syndicats de la fonction publique d'État appellent à la grève demain. Déjà, des fermetures d'écoles sont annoncées ici à Papeete. Les organisations syndicales refusent le passage à l'âge de 64 ans comme seuil de droit à la pension de retraite. Nous irons plus loin dans ce journal pour savoir les motivations des syndicats, alors même que la loi attend désormais ses décrets d'application, et ce, à partir du mois de septembre. Thierry Barrère de l'UNSA Éducation et les métiers du journal. Merci monsieur, à tout à l'heure. Ne klaxonnez plus, prenez un café. Depuis quelques semaines, au petit matin, dans les embouteillages, des jeunes gens proposent le breuvage. Deux structures ont mis en place ce petit business. Les automobilistes apprécient, mais le marché pourrait être rapidement saturé. Alors avec ou sans sucre, reportage à la fin de ce journal. À Punaouia, au rond-point du Méridien, c'est souvent Paris à l'heure de pointe. Les vélos vont bien plus vite que les autos. Sans parler des petits malins qui passent par les chemins de traverse, ce qui ne va pas sans danger pour le voisinage aux alentours. La ville de Punaouia tente de fluidifier au mieux tout ceci, la police municipale, met en application sa science de la circulation. Les résultats, on va les voir avec Priscilla Etève et des images de Laura Chinto. 16h30, gros ralentissement habituel sur la route de ceinture de Punaouia en direction de Paea. Mais avec la présence de la police municipale, peu d'automobilistes osent emprunter le chemin de la pointe des pêcheurs et c'est tant mieux pour ceux qui habitent dans le coin. Les gens ici veulent passer tout droit, et ça, voilà, c'est bouché, donc on passe par le quartier, on roule fort, on roule vite, c'est dangereux. Ça crée des bouchons. Nous, des fois, pour sortir du quartier, pour aller ne serait-ce qu'un carrefour, on met une demi-heure juste pour sortir du quartier. Tu vois, donc c'est un peu compliqué, quoi. C'est énervant aussi. Face à l'exaspération des riverains et les nuisances occasionnées, la municipalité a donc décidé d'agir. Les plus gros véhicules sont systématiquement contrôlés. Si ce n'est pas pour s'arrêter dans le quartier, plus question de contourner la route principale pour gagner du temps. Sinon, 500 mètres plus loin, c'est ce petit rond-point qui se retrouve asphyxié. Une fois sur deux, l'automobiliste qui passe par la route de la pointe des pêcheurs a une chance de passer un peu plus vite. Donc lui va gagner du temps, mais les automobilistes qui sont présents sur l'axe principal, eux, vont perdre du temps. Depuis la mise en place de ce dispositif, la circulation est effectivement plus fluide dans cette petite rue. C'est tout récent, alors ça a l'air d'aller un peu mieux quand même. Beaucoup de voitures, c'est surtout qui vont vite, c'est ça le problème. Quand j'avance, parce que du coup là, c'est... Ça roule enfin à Punaouia après une semaine de gestion de trafic. Cette surveillance municipale, actuellement en phase de test, est un espoir pour en finir avec les embouteillages. Politique, on ne pourrait y voir qu'une seule logique protocolaire. Pourtant, la semaine parisienne du président du pays va au-delà des civilités dites républicaines. Des dossiers essentiels sont sur la table. Renouvellement de conventions avec l'État, débat autour de la prise en charge, par exemple, des cancers radio-induits. Le déjeuner demain avec le ministre de l'Intérieur va sans aucun doute préciser tout ceci. Mais ça sera également une manière de poser une autre façon de faire, bref, de nourrir les relations entre Paris et Papeete sous le prisme d'un nouveau paradigme. Avec les explications données à l'instant, avec Lucille Guichet et les images d'Eddie Henko. Si le style ne change pas, les enjeux ne sont plus les mêmes. Motaï Broderson arrive cette fois à Paris en tant que président de la Polynésie. Depuis la victoire du Tavini au territorial, la nature des relations avec l'État devrait changer. 55 000 personnes sous le seuil de pauvreté, une éducation en situation d'échec, 88% de produits importés. Je pourrais vous citer plein d'autres chiffres qui montrent que ces milliers de milliards qui ont été déversés chez nous n'ont pas réussi à construire une Polynésie qui arrive à se développer par elle-même. C'est ce changement de paradigme qu'on veut proposer à l'État.
Avec le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, il est question d'université de la mer, promesse de campagne du Tavini, mais aussi de souveraineté des eaux françaises et surtout de protection des océans. La France et la Polynésie sont alignés sur un point depuis le vote d'un moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins et de leurs ressources minières. Il n'y aura pas de transition écologique pertinente si nous allions saccager les fonds marins. Et donc l'ambition qui est la mienne, c'est de démontrer à quel point ces écosystèmes sont fragiles. Et donc nous avons un programme de 350 millions d'euros pour la recherche, la connaissance et l'exploration des grands fonds marins, avec des sous-marins habités, avec des programmes dans tous les territoires français. La prochaine conférence des Nations Unies sur l'océan se tiendra en 2025 en France. Elle devra rehausser la protection collective des espaces maritimes. En attendant, le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, est attendu en Polynésie dans les semaines à venir. Et dans l'agenda de Motheï Broderson, les Jeux Olympiques, le temps défile vite et le rendez-vous, c'est déjà dans un an. Mais aujourd'hui, toujours un point d'interrogation au-dessus de l'équation. Comment bien faire? D'autant que les inondations ont rajouté du doute parmi la population du PK0. Le président du pays a vu notamment Tony Estanguet. C'est le patron des JO 2024. Un seul mot pour les deux, concertation avec les habitants. Récit parisien signé Lucille Guichet. Oui Stéphane, il y a d'abord la symbolique avec la signature par Motheï Broderson d'un dossard en bois. Toutes les personnalités qui contribuent à l'organisation de ces Jeux Olympiques 2024 signent en effet un dossard en bois qui est ensuite affiché ici dans le hall de Paris 2024 dans la région parisienne. Ce sont par exemple des athlètes, le président de la République ou encore les présidents de collectivités comme le maire de Tayarapu Ouest, Tetuanui Amblin déjà. Et puis au-delà de la symbolique, eh bien, il y a les problématiques concrètes, l'avancement des travaux pour réparer les dégâts causés par les inondations d'une part, et puis pour installer les Jeux bien évidemment d'autre part. Ça c'est une compétence du pays. Et puis le président Motheï Broderson l'a rappelé, ce qui est important c'est l'acceptation par la population. La Polynésie ne renoncera pas à l'organisation de cette épreuve de surf, mais la population polynésienne doit y être absolument associée, y compris les personnes à mobilité réduite. Quant aux sinistrés de Teahupo'o, il reste une priorité pour le comité organisateur, comme l'a rappelé Tony Estanguet, le président. On l'écoute. On a tous été très touchés et très marqués par ce qui s'est passé sur le site qui va accueillir les Jeux Olympiques et de Paris 2024. Et donc voilà, c'est à ce titre-là qu'on a souhaité accompagner nos messages de soutien aussi financiers pour venir aussi en soutien avec des nécessités de première urgence auprès de la population. Donc les équipes de Paris 2024 qui sont sur place sont au contact de la population. Et bien évidemment, on va continuer à co-construire comme on l'a fait depuis le début pour faire en sorte que ce projet réponde aussi à des besoins. On est persuadé que cette organisation des Jeux Olympiques à Tahiti est aussi une très belle opportunité pour valoriser la Polynésie française, sa culture. Vie sociale dans ce journal, 14e grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, dont l'application pour les métropolitains et fonctionnaires d'État va progressivement se mettre en place à partir du mois de septembre prochain. Demain, les appels à la grève concernent également le Fénois. Des écoles à Papeete ou encore à Pierré seront fermées. Pour en savoir plus, regardez notre site web. Un invité dans le journal pour en parler, c'est Thierry Barrère de l'UNSA Éducation. Bonsoir, monsieur Barrère. Yorana Stéphane, Yorana la Polynésie. Alors, merci d'être là. Alors, demain, une grève pour quoi faire? Parce qu'on le disait, c'est la 14e journée de mobilisation. Alors, j'ai envie de dire, c'est comme au football. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas terminé. Donc effectivement, on a une 14e journée de mobilisation à l'appel du national. Jeudi, il va y avoir normalement la proposition de loi qui sera débattue à l'Assemblée nationale, la proposition du groupe Lyotte, qui prévoit le retrait justement des 64 ans. Donc, tant que ce n'est pas voté, nous, on y croit et on y va. Et on appelle les collègues. L'impression d'une impasse avec l'article 40 qui va être évoqué sûrement par la présidente de l'Assemblée pour ne pas regarder l'article premier qui a été retoqué la semaine dernière. C'est un baroud d'honneur ou pas? Alors, pour nous, effectivement, ça peut sembler comme un baroud d'honneur, mais nous estimons qu'il faut utiliser tous les moyens possibles parce que nous estimons que cette loi est injuste. De façon sociétale, c'est un choix qui ne nous convient pas. 64 ans, pour nous, c'est trop.
On a des personnes qui arrivent avec la pénibilité difficilement à 64 ans. Donc on souhaite qu'on revienne aux 62 ans comme initialement. Est-ce que pour les enseignants, c'est pas, un problème qui est un petit peu à côté de la réalité? On sait désormais qu'il faut avoir un Master 2. On commence à 23-24 ans au mieux la carrière. Avec la réforme Touraine de 2014, c'est 66-67 ans si on veut avoir la retraite à taux plein. Alors, pourquoi vous êtes dans les rues? Effectivement, ça peut sembler un peu paradoxal, mais en fait, c'est un principe sur lequel on ne dérogera pas. Si les gens veulent partir à 62 ans, qu'on leur laisse la possibilité de partir à 62 ans. On refuse d'aller jusqu'à 64 ans par obligation. Voilà. Après, c'est vrai qu'avec la réforme Touraine, on peut se poser des questions sur l'âge au final de départ des collègues enseignants et autres. Autre dossier sensible ici au Fénois, l'ITER. Votre organisation syndicale est un petit peu à la pointe. Est-ce qu'on a du nouveau? Est-ce qu'on a des nouvelles rassurances à donner aux enseignants notamment qui sont vraiment concernés? Parce que c'est 40% uniquement le taux de reversion par rapport au dernier salaire. Alors effectivement, les calculs ont donné par rapport au dernier salaire et la première pension, on dévisse de 75 le taux de remplacement, il passe à 40%. Du dernier salaire. Donc il y a un réel problème, un souci, puisqu'on va vers une paupérisation des retraités, déjà actuellement, puisque l'ITR baisse d'année en année, et donc les gens qui partent, ils partent encore avec moins. Nous avons l'espoir demain d'avoir une compensation, un système de compensation, puisqu'on a eu une première réunion, un premier comité en février, et normalement, on nous a annoncé un deuxième comité sur l'ITR le 19 juin prochain, donc à l'issue duquel on devrait avoir des pistes pour trouver une compensation à la disparition de l'ITR. Donc on est proche d'une solution. La manifestation demain, c'est à quelle heure à Papeete? Alors demain, de 8h à 11h, en face du Haut-Commissariat, vers le Monument aux Morts. On y sera. Venez nombreux. Merci beaucoup de votre présence sur le plateau de la première. Très bonne soirée à vous. Une prochaine fois. Du sourire après l'effort ce matin à Papeete, car monter son affaire, c'est vraiment un sport de combat. Souvent à main nue d'ailleurs. L'ADI a récompensé tous ces néo-entrepreneurs qui n'hésitent pas. Ils pensent, ils agissent, être son propre chef, c'est souvent un rêve que beaucoup partagent dans un moment où le travail salarié est interrogé. On va justement regarder un portrait dans quelques instants. Pour un avenir vitaminé et au goût de fruits, c'est la perspective de Teddy. Le jeune homme a 20 ans, il vient de créer son atelier de sorbet. Il fait partie des 4 entrepreneurs récompensés par l'ADI. Quand on a peu de moyens, c'est un souffle souvent d'ailleurs partagé par la famille, à l'image de Teddy, épaulé de manière tendre par ses grands-parents. Reportage AFA et Papeete avec Natacha Silagi et Jérôme Lee. J'ai une entreprise qui produit des sorbets locaux sans sucre ajouté. Teddy vient de récupérer son chèque et il fait goûter ses sorbets à tout le monde. Alors c'était particulièrement bon. Je ne connaissais pas du tout l'entreprise et effectivement c'est un beau projet, surtout pour un jeune comme ça, je trouve ça remarquable. Alors c'est bon? Oui, très bon, rafraîchissant et puis au goût de nos fruits, donc super. C'est très bon et c'est très rafraîchissant. Les grands-parents de Teddy, eux aussi, sont conquis et ravis du microcrédit qu'il vient de décrocher. C'est un coup de pouce qui est nécessaire et je crois aussi qu'il faudrait que les parents, les grands-parents accompagnent. Sans ça, les jeunes de cet âge-là vont vite se décourager. 2400 projets comme celui-ci ont été financés rien que l'an dernier par l'ADI. Une première victoire pour Teddy. Après 3 ans de formation au lycée agricole de la Presqu'île, il veut remercier ses proches. Mes parents, mes beaux-parents, ma femme aussi, qui est là pour m'aider à produire, à me pousser à continuer. Et vous êtes fier de sponsoriser des jeunes comme ça aujourd'hui? Oui, d'autant plus fier que Teddy a un parcours un peu compliqué et essayer de l'accompagner, de l'aider à concrétiser tous ses projets. Même si c'est une petite aide, cela permet aux jeunes entrepreneurs de s'équiper. Pour Teddy, ce sera plus de corosol ou d'ananas, des fruits qu'il importe des Marquises, des îles sous le vent ou encore de papara. Pas d'eau ni de sucre ajouté, mais un peu de conservateur pour assurer une durée de vie d'1 an à ces sorbets. Faire des sorbets, c'est ma passion, qui est devenue maintenant mon métier. Du coup, c'est une envie qui date beaucoup. Je vois qu'il est motivé
c'est ce qu'il faut d'ailleurs, qu'ils ne se sentent pas obligés. Et nous, parents, en tant que grands-parents, nous sommes prêts à l'accompagner. Teddy a monté son entreprise il y a 1 an. Il a aujourd'hui une centaine de clients chaque mois. Comme lui, près de 14 000 entrepreneurs ont créé leur société grâce au soutien de l'ADI. Plus de 80% d'entre eux sont toujours patrons aujourd'hui. Des initiatives encore, couleur café comme un petit grain de folie au petit matin à l'entrée de Papeete, c'est la nouvelle tendance, des points stratégiques où cela bouchonne et hop, un breuvage bien chaud, sucré ou pas d'ailleurs, pour passer le temps et cela marche. 2 entités proposent ce service et se disputent le marché, un marché presque saturé déjà. Reportage signé Mérini Glambin avec les images de David Chang. Keali arpente les routes de Papeete depuis près de 3 mois. Il est employé par une start-up qui propose un tout nouveau service de café à emporter. Originaire de la Presqu'île, il prend son bus à 2h du matin pour livrer ses boissons chaudes directement dans vos voitures. C'est amusant quand même. Enfin, je suis très sociable aussi, du coup ça va, c'est pas trop compliqué pour moi. Ils voient un rigolo se balader sur la route avec du café. Ça va, il y en a qui tirent la tranche et quand ils me voient, ils rigolent. Ils sont courageux, c'est bien, et puis c'est des entrepreneurs, ils font encourager nos jeunes. Hein? En 5 secondes, les automobilistes bloqués dans les embouteillages retrouvent le sourire. Pour 400 francs, ils ont finalement droit au café qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre avant d'aller au travail. C'est super top. En plus, il y a du chocolat et tout, c'est vraiment excellent. Et puis, c'est une adaptation à la situation ici. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a des embouteillages tous les matins, donc les gens partent très tôt. L'idée est tellement bonne qu'elle attire d'autres entrepreneurs. Depuis une semaine, une deuxième société propose le même service. Oriflamme et Thermos de 15 kg sur le dos, ils imposent leur nouvelle marque. Mais Tapuari, premier sur le marché, relativise. 85% des adultes boivent du café. Je pense que quand tu réfléchis à un business, il y a ça quand même qui vient en tête, quoi. Donc, ouais, si quelqu'un vient, c'est compréhensible. Je pense que c'est un marché qui est très rapidement saturé par contre. Donc déjà là, à deux entreprises, je pense qu'on n'est pas loin de la saturation. 2 vendeurs ambulants plus un coffee shop sur la même avenue. Tahiti diversifie son offre, mais la concurrence s'installe. Le tout, c'est de pouvoir offrir à tout le monde un moment de plaisir. Et ça fait du bien au petit matin. C'est quasiment à la fin de ce rendez-vous d'information sur la première. Voici l'information principale retenue pour cette soirée. C'est le marathon des rendez-vous pour le président Motaye Broderson. Il est à Paris. Et bien demain, heure de la capitale, il partagera le repas de midi avec le ministre de l'Intérieur qui a charge ici de l'Outre-mer. Sur la table, de nombreux dossiers, notamment la prise en charge par la France des coûts des cancers radio-induits. Évidemment, on sera sur place avec nos envoyés spéciaux. On va s'intéresser au programme de la première. Ce soir, des séries anglo-saxonnes qui vont nous amener au cœur du pouvoir aux États-Unis avec son lot d'inquiétudes, mais aussi son lot de scandales. Donc à suivre dans quelques instants sur les écrans de la première. On s'intéresse au travail proposé par les confrères de la presse écrite. Vous allez le voir, un travail qui concerne l'urbanisme et également la mémoire historique avec le Comsup qui va disparaître du côté de Taoné. Voilà donc pour la presse écrite. On se quitte demain matin. Vous le savez, le réveil radio avec l'information signé Ibrahim et notre consoeur Corinne. Mais comme d'habitude, depuis vendredi, le rendez-vous, c'est le Live des écoles. C'est le générique de fin. Très belle soirée sur la première. Rendez-vous demain soir à 19h pour ce journal en français. Merci à vous. Timareta puta pua teate pua te whenua Maori Timareta puta pua teate pua te whenua Timareta puta pua teate pua te whenua Maori Timareta puta pua teate pua te whenua Ya ora Ya maeva Ya manava Ya orana, ya mahera, ya maruru, ya utopa toa. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.